Bonjour, bonsoir les capitaines, merci d'être au rendez-vous. Aujourd'hui, l'invitée est Isabelle Watts. Elle est coach, formatrice coaching et également depuis peu auteure. C'est bien cela, Isabelle? Oui, c'est ça, merci. Alors, Isabelle, la première question dans le cadre de cette émission Rencontre inspirante, la force d'un rêve, d'un projet, c'est la question que je pose à tous mes invités. Pourquoi avoir accepté? Qu'est-ce qui vous a donné l'intuition de dire « Ok, je participe » ? Parce que je pense que pour moi, c'est ma mission de vie qui résonne avec cette interview. Parce que voilà, moi, j'ai changé de vie. J'ai commencé une toute autre vie il y a 15 ans. Et mon objectif, ma mission de vie, c'est de transmettre aux gens l'autonomie, la joie de vivre, la capacité de prendre des décisions, d'aller au bout de leurs rêves, de s'écouter vraiment, de sortir des influences de tous les gens autour d'eux qui leur disent non, c'est pas possible. Donc voilà, en participant à ce type d'émission, je me dis, je participe à mon projet de vie qui est d'aider les autres à trouver une voie, à trouver leur voie. Voilà. À trouver sa voie. Et vous, est-ce que, donc vous avez dit, ça fait à peu près 15 ans, est-ce que ça se rapproche? Est-ce que ça s'éloigne de vos rêves de petite fille? Ah, ça se rapproche. C'est marrant parce que quand j'étais petite fille, bon, je veux dire adolescente, je ne savais pas quoi choisir comme étude. Et je me souviens avoir dit à une copine, oh, c'est bête que mon père n'a pas une affaire, je la reprendrai. Je me sens femme d'affaires. et donc, bon, après, j'en rigolais, puisque, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, femme d'affaires? Ça veut rien dire. Et en soi, c'est pas un objectif en soi non plus, mais c'est l'idée d'être entrepreneur. Je pense que j'ai ça dans le sang. Et après, j'ai fait des études de biologiste. J'ai fait 5 ans d'UNIF, et puis je me suis pas orientée vers la recherche parce que c'était trop rigoureux pour moi, ça ne me correspondait pas. Et j'ai eu la chance d'aller dans l'entreprise pharmaceutique et donc d'avoir tout de suite une liberté d'action. J'étais sur la route, je voyais des médecins, je travaillais dans le scientifique, en étant très libre. Donc voilà, c'était un premier. Et puis là aussi, je me suis dit, bah, c'est vrai, ce rêve de petite fille, c'est pas ça. Je serai jamais, en étant déléguée médicale, femme d'affaires. Et puis j'ai complètement oublié. Et puis j'ai un moment, j'ai eu une crise de sens. Je trouvais plus du tout ma place dans ce monde-là. C'était à la naissance de mon deuxième enfant. Et puis là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui a beaucoup plus de sens. Et là, c'est le coaching qui est arrivé par hasard à moi via un livre, alors que j'étais déjà dans le développement personnel. Je lisais beaucoup, mais le coaching n'existait pas encore en Belgique. Et donc, quelque part, j'étais une des pionnières dans ce monde du coaching. J'ai suivi ma formation au Canada et je me suis lancée comme coach professionnel. Et puis voilà. Et puis quelques années plus tard, j'ai développé l'école Créa Coach. Et ce n'est qu'il y a quelques années que je me suis dit, ben oui, finalement, je suis devenue une femme d'affaires entre guillemets. C'est-à-dire que je travaille dans le monde de l'entreprise et avec des particuliers. Et je vais dire que cette année-ci est encore plus puisque j'ai investi dans un tout nouveau projet pour attirer à moi des décideurs, des managers. Et donc là, oui, je rentre dans le monde des affaires. Mais est-ce que ça a ceci d'intéressant, ce que vous partagez, c'est que, en fait, on a des rêves, on les oublie, oui. Mais d'une certaine manière, si on ne s'arrête pas à la forme du rêve, ceux-ci finissent par se réaliser. Est-ce que ce n'est pas un détail, certes, mais un détail important dans la réalisation de son rêve? Très, très, très important. Et donc ça, c'est vraiment mon outil de prédilection, c'est croire dans ses rêves, c'est vraiment visualiser ce que l'on veut, mais pas être trop précis dans cette visualisation. Donc, c'est-à-dire, bon, et là, je viens de réaliser un rêve il y a 2 jours, donc je le partage, c'est que ça fait des années que je me dis, pour plus tard, j'aimerais bien avoir un appartement avec une vue sur l'eau. Parce que j'adore l'eau, alors que ce soit la mer, la montagne, j'aime bien la Suisse aussi, le côté... j'aime bien l'eau, de toute façon. C'est quelque chose, c'est mon élément. Je suis poisson dans le signe du zodiaque. Et puis, c'était quelque chose que j'ai toujours laissé comme ça. Et là, maintenant, je me dis, bon, à l'âge que j'ai, c'est quand même bien
d'investir, il ne faut pas laisser de l'argent sur un compte, ça serait bien que j'investisse dans quelque chose. Et je n'ai fait aucune recherche, mais il y a 1 mois et demi, est venue à moi une offre d'une péniche à vendre. Et je me suis dit, bon, non, c'est pas pour moi. Je n'ai jamais rêvé de péniche. Et puis, ça m'a travaillé. Dans ma tête, ça m'a travaillé. Et puis, j'ai commencé à me renseigner. J'ai été la voir et j'ai eu un coup de cœur. Et ça a été vraiment, je me suis dit, waouh, je vais pouvoir avoir un lieu qui est un loft sur l'eau. Et j'aurai la vue de l'eau tout le temps. Et donc, je dis, mais merci la vie, parce qu'elle m'offre quelque chose que je n'avais pas prévu, mais qui est encore plus waouh qu'un appartement avec une vue sur la Meuse, quoi. D'accord. Et donc, voilà. Donc, je suis assez excitée par ce nouveau rêve réalisé, parce que j'y crois, en fait. C'est ça aussi la fin. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez développer le fait de croire en ce rêve? Qu'est-ce que ça Je signifie? crois qu'on crée ce qu'on croit. C'est ça que je veux dire. C'est à partir du moment où j'ai eu ce coup de cœur, quand je suis rentrée dans la péniche, c'était déjà fait. C'était, ok, j'ai pas tout à fait, j'ai pas l'argent, tout à fait, j'en ai un peu, mais ça va aller. C'est bon, c'est ok, je vois, tout va aller. Et au fond, depuis 1 mois, tout se met bien. Parce que je crois c'est une bonne chose pour moi, ce qui arrive là. Ça va être très positif pour mes élèves, pour le monde. C'est pas que pour moi, ce rêve. Justement, là aussi, la force d'un rêve qui se réalise, c'est que c'est un rêve partagé. Je crois que ça aussi, c'est important. C'est qu'on ne vit pas égoïstement juste pour se faire plaisir à soi. Là, je ne suis pas sûre que le rêve va marcher. La pensée créatrice va être suffisamment puissante. Par contre, quand le rêve, en se faisant plaisir à soi, fait plaisir aux autres, nourrit les autres, alors là, il marche à tous les coups. Je veux dire, on le réalise. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai. Et c'est un peu la réputation que j'ai aussi. Les gens me disent, toi, tu oses, quoi. Tu vas jusqu'au bout de tes rêves. Il faut oser, c'est aussi quelque chose de super important. Ça, c'est un conseil à donner à toutes les personnes qui souhaiteraient réaliser le rêve, c'est quelque chose qui fait rêver. Pour les personnes qui sont un peu plus cartésiennes, on pourrait parler de projet de vie ou projet professionnel ou autre. Mais c'est ça, il faut oser se donner les moyens, un, d'y croire, et deux, de le réaliser, de rencontrer les bonnes personnes, non? Tout à fait. Et donc, tout ça, c'est aussi le fruit du travail sur moi, de travailler sur le mental. Et j'enseigne ce travail sur le mental. Si on croit que ça ne va pas marcher, on se donne toutes les chances que ça ne marche pas. Si on croit que ça va marcher, on se donne les chances, on induit l'énergie vers du positif. Maintenant, ça implique aussi de la mise en action. Je n'ai pas arrêté de donner des coups de fil, de me renseigner, d'avancer. Tous les jours, je faisais un petit quelque chose pour avancer vers ce rêve. Donc, il y a cette d'abord croyance que c'est possible, et puis ensuite la mise en action. Et moi, je travaille avec énormément de gens, et ce matin encore, j'avais un jeune qui a raté son année et qui me disait, oui, de toute façon, je crois très fort à la loi de Murphy. Si je pense que je vais réussir, je rate. Si je pense que je vais rater, je réussis. Alors bon, il faut déprogrammer ces croyances-là et je l'aide à choisir ce qu'il veut de sa vie. Il a le choix. Il peut toujours vivre jusqu'à la fin de sa vie en visualisant la défaite, ou il peut choisir de visualiser ce qu'il veut vraiment, c'est la réussite. Et les personnes qui entendent ça, il y en a, parce que je les côtoie, j'en ai connu en tout cas, on n'est pas dans le monde des bisounours, redescend sur terre. Mais est-ce que c'est vraiment être bisounours que de se dire je mets en action ce qu'il faut pour atteindre un rêve, la visualisation, la pensée créatrice? On est bien d'accord que ça n'est pas de la magie, qu'il ne suffit pas de visualiser et puis d'attendre que ça tombe du ciel. C'est clair, parce que d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec mon fils qui m'écoute et qui croit maman, tu n'es pas assez positive, tu n'as pas une pensée créative pour moi, pensée positive que je vais réussir. Je dis, quand je vois les efforts que tu mènes, je pense que tu risques de doubler. Et donc, et en effet, maintenant, on vient d'avoir le diagnostic, il double. Et je lui explique, c'est pas tout d'être suroptimiste sans rien faire. Ça ne marchera pas. Donc, il est confronté à son premier échec
qui j'espère, va lui faire prendre conscience que la phrase « on dit rien sans rien », c'est quand même vrai pour moi. Par contre, ça devient de plus en plus fluide quand on sait ce qu'on veut. Ça, c'est intéressant. C'est que quand on ne sait pas ce qu'on veut, on va galérer, on va avoir du mal, on va pas avoir d'énergie, ça va pas se mettre, parce qu'on n'a pas bien défini ce que l'on voulait vraiment. Mm-hmm. Mais une fois qu'on sait ce qu'on veut et qu'on se met en action, il y a vraiment toutes les chances d'atteindre les objectifs, parce qu'on va dégager une pensée, on va dégager une énergie de réussite. On dit souvent, on tire sur l'ambulance. Quelqu'un qui vient faire une présentation en public et qui a peur des réactions du public, il va dégager cette peur et bien, il va toujours trouver celui qui va lui poser la question piège pour le mettre en défaut. Il l'aura créé quelque part. Par contre, la personne qui arrive en public et qui est tout à fait à l'aise, parce qu'elle se dit, ça va bien se passer, je vais avoir des questions, mais je vais pouvoir y répondre, je me suis préparée, ça va aller, eh bien, dans la majorité des cas, il n'y a personne qui veut la descendre. Mm-hmm. Donc, ça, c'est de la réalité, c'est des expériences que tout le monde a vécues. D'accord. Mais justement, vous avez évoqué votre garçon qui vit son premier échec. Par rapport aux jeunes, quels sont les conseils que vous leur donneriez pour se réaliser ou réaliser leur projet, leur premier projet en tout cas? D'abord d'en avoir. D'abord d'en avoir. Et ça, c'est peut-être le plus dur aujourd'hui avec les jeunes, c'est qu'ils sont plutôt dans le zapping. Je prends, ça me plaît plus, j'arrête, je chipote. Ils sont très forts dans le confort. Et du coup, l'effort devient vraiment à quoi bon? Donc, si c'est trop dur, on passe à autre chose. Et donc, c'est ça le côté délicat aujourd'hui des jeunes, c'est comment trouver le moteur, quelque chose qui va les faire se mettre en action. Et donc, du coup, est-ce qu'ils ont des rêves et aller les aider à les voir, leurs rêves, et à oser y croire. C'est la première étape. C'est ça, oser les aider à avoir leurs rêves et y croire, mais de par la société dont on fait partie, dont nous sommes acteurs, parce que ça souvent on dit la société c'est Big Brother, je ne fais pas partie de la société, on éloigne ça de nous, mais on fait partie de cette société. Ce n'est pas quelque chose, me semble-t-il, que la société encourage. Et donc il y a vraiment un décalage. Autant je constate de plus en plus de personnes qui recherchent autre chose, autant j'ai l'impression, le sentiment qu'il n'y en a pas beaucoup qui croient que c'est possible. Il y a un discours un peu blasé, défaitiste, de par ce qui se passe dans le monde, d'une première chose. Ensuite, là où on vit, la situation économique, politique, en Belgique par exemple, on est en complet décalage. Comment trouver l'équilibre? C'est très délicat parce que moi, en tant que maman, j'ai aussi du mal à dire à mon fils de rentrer dans des cases qui ne sont plus justes. C'est clair que les profs ne sont pas bons, sont encore méprisants, et les jeunes aujourd'hui ne supportent plus l'injustice. Ils réagissent tout de suite à l'incongruence. Et donc, ils se sabotent eux-mêmes parce qu'ils se mettent les profs à dos. Et donc, moi, ce que j'essaie de transmettre à mon fils ou aux jeunes qui viennent en coaching, c'est OK, le système est encore mal fait. Je comprends que tu sois en désaccord avec ce système, mais pour toi, pour ton propre objectif de vie, il ne faut pas que tu te sabotes. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour dépasser ça, pour faire malheureusement un petit peu d'hypocrisie, de s'adapter à un système qui n'est plus juste? Idéalement, il faudrait qu'on fasse un washing machine avec tous les enseignants et qu'on leur apprenne à considérer les élèves comme des êtres humains, comme des adultes, enfin, qu'on leur parle comme des gens sensés, qu'on les initie plutôt que les faire gaver de l'information. Plutôt que de les formater. Les formater, tout à fait. Ouais, parce que c'est un peu ça. Mais en même temps, vous ciblez spécifiquement, me semble-t-il, les professeurs, mais est-ce que ce n'est pas tout un système? Parce qu'il y a des professeurs qui essayent de se débrouiller, mais le système tel qu'il est là aujourd'hui, c'est juste
plus adapté du tout. On a les enfants en maternelle, en tout cas en Belgique, en France, au Canada, je ne connais pas très bien le système, mais la maternelle, donc avant 6 ans, l'entrée en primaire, où on commence un petit peu à leur apprendre à s'asseoir sur une chaise, à ne pas trop bouger, alors que ce sont des enfants de 3 à 6 ans, ils sont en pleine découverte du monde, de leur environnement, de leur entourage, et on les oblige à quelque chose de contre-naturel. Et puis à 6 ans, ils rentrent en primaire, et là, c'est plus du tout possible. Ils doivent rester toute une journée assis à leur bureau, à leur table de travail, à écouter un professeur qui leur déblatère, qui leur dit toute une série d'informations qu'ils sont censés retenir comme ça, presque du jour au lendemain. Et on voit ça, mais je veux dire, les primaires, on leur enseigne la matière d'une certaine manière, et puis du jour au lendemain, quand ils passent en humanité, c'est une autre façon de travailler, et ils doivent à nouveau se réadapter. Et puis ne parlons pas après le secondaire, après le développé, c'est liberté totale, alors que quelque part, jusque-là, on les a maîtrisés, bridés. Donc c'est le système en tant que tel qui est complètement à la masse. Oui, c'est comme si on attendait qu'il y ait un moment une révolution des élèves, hein, qu'il y ait un moment, ils disent non, on n'en peut plus, on arrête. Mais on est encore dans un système élitiste. Et il y en a encore qui fonctionnent dans ce système-là, et des parents qui poussent à ça aussi. Donc je crois qu'on est dans un changement de paradigme. Il y a de plus en plus d'écoles alternatives. D'ailleurs, j'ai une élève qui a déscolarisé ses enfants et qui est en train d'élaborer un projet d'école alternative. Et d'ici, elle dit, rentrée 2018, ça c'est un peu juste, mais rentrée 2019, elle espère avoir son école. Et donc, justement, elle fait maintenant l'école à la maison et elle analyse les techniques qui sont les plus adaptées pour ses 3 enfants. Ça demande énormément de courage et de force parce que 3 enfants à des âges différents. Mais ça montre que de plus en plus de gens, et les gens qui viennent vers moi sont des gens qui ont envie de cohérence. Ils ont envie de sens, ils ont envie de valeur. Et du coup, si on ne le trouve pas dans le système, on le recrée. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui quittent l'entreprise pour créer leur propre métier. Et ici, une maman qui quitte l'école avec ses enfants. J'en ai d'autres qui font un voyage d'1 an avec leurs enfants pour déscolariser aussi et vivre vraiment, vivre les liens, vivre la relation. Et c'est ça qui se perd dans notre monde. Mais ça va revenir. Justement, si on est en train de faire ce type de conférence, c'est parce qu'il y a un besoin, c'est parce que les gens ont envie. Et il y a encore de la peur d'oser. Et c'est pour ça que je dis, c'est un peu l'exemple que j'ai envie de montrer. On peut oser. On peut oser. Quand on ose, ça marche. Donc, réaliser la force d'un rêve, d'un projet, on est en plein dedans. C'est oser vivre en cohérence, oser suivre son instinct, sa petite voix intérieure, être à son écoute, finalement. Oui, et aussi oser demander de l'aide. Ça, je crois que c'est très important. C'est que on a aussi été élevé à tout seul. Hein. Il faut être capable de tout réaliser tout seul. Et puis, on est dépassé parce qu'il y a plein de choses où on n'a pas le talent, ou alors on culpabilise. Et donc, non, aujourd'hui, c'est ça aussi qu'on fait en coaching. Si on n'a pas la ressource en soi, on va voir où on peut la trouver. Et ensemble, on va construire ce monde. Et ça, c'est magique. Parce que là, on démultiplie l'efficacité. Merci pour toutes ces réponses. Alors, une autre question, c'est est-ce que vous avez eu, plus jeune ou maintenant, des personnages réels, fictifs, qui vous ont inspiré ou qui continuent de vous inspirer, de par leur mode de vie, de par leur contexte de vie, de par ce qui les a animés, etc. Oui, alors il y a plusieurs personnes, ce que j'appelle les mentors. Mon premier mentor, c'est Jacques Salomé. Ouais. Voilà, parce que quand j'avais 25 ans, j'ai lu mon premier livre de développement personnel, c'est Si je m'écoutais, je m'entendrais. Et ça a été la révélation et le début du chemin de développement personnel. Donc Jacques Salomé, après je l'ai suivi, j'ai lu tous ses livres, j'étais à des conférences. J'ai jamais fait la formation Esper, hein, il forme aussi des gens à sa technique, mais je l'ai suivi et au fond je me dis, ben, finalement je fais presque ce que lui fait, c'est-à-dire écrire des livres et faire des conférences
éducationnel. Mais je ne suis pas encore en grand comité. Moi, je fais mes formations avec mes coachs. Mais j'ai fait pour la première fois l'année passée une conférence avec 250 personnes. Et là, j'étais très impressionnée et en même temps touchée de voir l'impact que ça a eu sur 250 personnes. Et j'ai beaucoup pensé à Jacques Salomé, j'allais le suivre dans ses conférences. Je me dis, ah tiens, quelque part, je prends la relève parce que lui, il a fait depuis une attaque cérébrale et il parle plus trop bien. Et donc, et je me suis dit gratitude, quoi. Voilà, gratitude. J'ai eu la chance de le rencontrer. Il était encore bien à la foire du livre au moment où j'ai édité mon premier livre en 2015. Et il m'avait dit, je lui avais demandé s'il voulait bien mettre une dédicace. Hein, et il m'avait dit, je ne fais plus ça parce que tout le monde me le demande. Mais je crois, hein, si vous avez déjà l'éditeur Jouvence, je crois en vous. Vous savez que vous allez faire quelque chose de très bien. Et voilà, rien que de recevoir ça de mon mentor, même s'il ne signait pas, hein, c'était waouh, quoi. J'avais sa bénédiction, entre guillemets. Donc, et ça a été un cadeau. Et même après, on a échangé par mail. Ouais. Donc, le fait d'avoir approché de près quelqu'un que j'ai admiré pendant 20 ans, ça a été un cadeau de vie magnifique. Ça, c'est un de mes mentors. Ouais. Un de mes, il y en a d'autres? Oui, il y en a eu d'autres. Alors, au niveau du roman, j'aime bien Alexandre Jardin. Depuis que je suis jeune aussi, j'ai lu ces romans qui sont des romans d'un homme qui ose et qui sort du cadre et qui fait rire et qui fait vivre la vie à travers les gens. Et ça, je le suis aussi depuis des années et il m'inspire au niveau de l'écriture dans le sens, comme il dit, on peut tout écrire. L'écriture permet vraiment de se lâcher, d'oser. Et du coup, j'ai vraiment envie de me remettre dans l'écriture du roman comme lui, un petit peu, avec cet humour qui est là, qui est osons. Voilà. Et alors, en mentor, j'ai encore des maîtres spirituels, on va dire, qui sont des référents pour moi et que j'ai rencontrés. Donc, il y a Amma. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai eu la chance de rencontrer Amma il y a une bonne dizaine d'années, en 2005, en 12 ans. Et pour moi, ça a été... D'abord, j'étais sceptique, hein, parce que quand on vient de ce monde-ci, on se dit, et puis scientifique, qu'est-ce que c'est que ça le terme gourou, ça me faisait très peur. Et puis bon, j'étais plus loin et voir qu'un gourou en Inde, c'est tout à fait normal et que ça fait partie de leur culture. Donc du coup, j'ai appris une autre culture. Mais ce que j'ai retrouvé chez cette femme, entre guillemets, parce que c'est ce qu'on appelle un avatar, un peu comme Gandhi. Il y a quelques personnes qui sont reconnues pour avoir une énergie spirituelle très importante. C'est cette bienveillance. En fait, Amma, elle dégage un amour inconditionnel, merveilleux, qui m'a nourri, voilà, qui m'a vraiment apporté de la confiance en moi et qui ne m'a pas mis en dépendance d'elle. J'ai vraiment reçu, et chaque fois que je passais, parce que c'est quelqu'un qui prend les gens dans ses bras, chaque fois que je passais dans ses bras, je lui disais, donne-moi un peu de ta bienveillance. Et je crois qu'elle me en a donné beaucoup. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'est renvoyé de la part des gens avec lesquels je vis ou je travaille. Et là aussi, je suis très reconnaissante de cette belle rencontre spirituelle, simple, non dogmatique. Parce qu'elle dit, moi, ma religion, c'est l'amour. Et restez dans vos religions, mais mettez-y de l'amour. Et le monde sera merveilleux. Donc voilà, ça c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi aussi. Merci pour ce partage. Donc, tout à l'heure, effectivement, vous avez dit que vous aviez une formation scientifique. Oui. Et vous êtes là aujourd'hui à faire du coaching, à être auteur. Est-ce que ça ne démontre pas aussi, comme je le disais, que quelles que soient nos origines, quelle que soit notre formation de base, s'il y a quelque chose qui nous fait vibrer, c'est possible de l'atteindre et de le réaliser. Oui.
Oui, tout à fait. Et j'ai compris seulement maintenant le lien entre ma formation de biologiste et la formation de coach. Parce qu'en fait, je suis scientifique. J'aime bien comprendre les choses. Donc, je suis quelqu'un qui est un peu Colombo, quelque part. Et donc, dans mon métier de coach, je vais aussi à la recherche. Je suis une chercheuse à la recherche de qu'est-ce qui chez la personne, est bloquant, quel est l'enjeu, qu'est-ce qu'on peut dépasser. Et donc, ça, c'est le côté scientifique du coaching, on va dire. Et alors, l'autre partie, c'est que la pensée créatrice, c'est quelque chose qui est scientifiquement démontrable. Aujourd'hui, j'ai vraiment pu étudier avec le livre de Bruce Lipton, qui est un biologiste qui parle de la biologie des croyances, qui explique comment la pensée va travailler sur les récepteurs cellulaires et va transformer le génome. Et donc va transformer l'état d'être, va transformer les pensées. Donc on est dans l'épigénétisme ici, et c'est, pour moi, ce n'est plus du tout de la magie. C'est une évidence scientifique. Mais est-ce que, de manière générale, de toute façon, la science ne sera pas amenée, au fur et à mesure du temps, à, entre guillemets, simplement démontrer, venir appuyer ce que l'on sait déjà, ce que les philosophies de vie, les anciennes philosophies hindouistes, bouddhistes, amérindiennes et autres, ce qu'elles enseignent depuis des milliers d'années, est-ce que finalement, les sciences ne vont pas aujourd'hui venir appuyer cela, démontrer cela, la force de la pensée créatrice, la visualisation, etc., etc. Oui, oui. Les États-Unis, ils sont vachement plus loin que nous pour ça. Il y a des livres scientifiques qui expliquent même les méridiens chinois, qui expliquent le pouvoir en psychologie énergétique. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'EFT où on se tapote les méridiens. Bien maintenant, aux États-Unis, ils font des études sur la fluidité du sang. On travaille avec l'EFT sur faire une coagulation, un problème, un caillot, et on voit qu'avec le FT, on peut mesurer, le sang devient plus fluide. Donc, il y a de plus en plus d'études qui confirment l'énergétique et qui confirment le travail sur la pensée, les neurosciences aussi. Donc, on parle de neurosciences. Quand on dit neurosciences, les gens sont plus ouverts parce qu'ils disent « Ah, ça, c'est sérieux ». Voilà. Mais voilà, les neurosciences confirment ce que les grands courants de sagesse disent depuis des millénaires. Exactement. Et c'est là, s'il y a une autre magie, c'est là toute la magie, c'est que finalement, il faut aussi croire, on en revient à ça, croire en soi. Si on est poussé à réaliser quelque chose, allons-y, faisons-le, créons-le, réalisons-le. Un jour ou l'autre, on en verra le bien fondé. Un jour ou l'autre, on prendra conscience, ou notre entourage se rendra compte que oui, d'abord, ça nous fait du bien, Oui. ça nous allume. Mm. Bon, quand on laisse tomber un rêve, c'est comme si on s'éteignait de l'intérieur. Oui, c'est vrai. Donc, et il y a beaucoup de parents qui ont parfois, c'est ça aussi, il faut laisser rêver les enfants. Un enfant qui a envie d'être chanteuse, danseuse, laissons-les rêver. Ils continuent l'école, mais qu'ils puissent rêver. Parce que si on leur dit ah, non, 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 ça mène nulle part, non, tu vas pas être chanteuse, on casse l'énergie de vie. Et moi, quand je rencontre des adultes, ils partent déjà avec oui, mais c'est pas possible. Et ça, c'est parce qu'on a cassé leur énergie de vie enfant. Et donc, je les autorise. Pour moi, c'est quelque part ma première séance de coaching, c'est réautoriser les gens à rêver. Ce matin aussi, j'ai dit à ce jeune qui arrivait 23 ans, qui est échec scolaire, si tout était possible, si tu avais une baguette magique, il me dit, je serais batteur professionnel et je serais payé pour faire de la batterie. Et je dis, c'est possible? Oh, je suis juste amateur. Mais bon, voilà, j'ai pas lancé le sujet plus loin parce qu'il venait avec son papa pour réussir son année et ses sessions. Mais quelque part, pourquoi pas un jour? S'il n'y croit pas, il n'y arrivera jamais d'être batteur professionnel. Mais pourquoi pas lâcher tout et y aller? en tout cas, essayer. Essayer. Ne pas avoir le regret
de se dire j'aurais pu. Oui. Alors, je dis lâcher tout, il faut toujours être prudent aussi, hein. Donc, on ne peut pas lâcher tout de suite. Il faut vraiment, là aussi, le coach est là pour qualifier le bon moment. Mais il y a des gens qui viennent chez moi, comme hier, j'avais une autre dame, elle avait des difficultés professionnelles, mais elle dit dans un an, je m'expatrie. Et donc, je sais que dans un an, je m'expatrie, donc je viens ici pour apprendre à comment faire pour gérer mon quotidien avec mon chef qui est difficile à vivre. Mais mon moteur, c'est mon rêve, c'est mon voyage. Et dans cette expatriation, je me nourris et tous les jours, je travaille mon rêve. Et c'est ça le secret. C'est que oui, on a encore des contraintes financières, on a encore des contraintes même parfois familiales parce qu'on est dans un système où on ne peut pas se séparer du jour au lendemain. Mais si à côté de ces contraintes, on se nourrit suffisamment avec des choses qui nous font vibrer, à ce moment-là, on va être capable d'affronter la difficulté. Et donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui nous fait vibrer. Des petits rêves et des grands rêves. On n'est pas obligé non plus d'avoir des rêves irréalistes. On peut simplement se dire, ben, je rêve d'une jeune femme qui me disait, je rêve de m'offrir une journée pour moi. Je suis maman, là, je suis occupée depuis des années à m'occuper tout le temps des autres et je prends jamais une journée seule pour moi. Et là, c'était son premier petit rêve qu'elle a mis en place. Et elle est venue me dire, ça y est, hein, j'ai réservé ma journée. Fin juillet, j'ai une journée bien-être. Ça coûte cher, mais je me l'offre. Voilà. Et c'est ces petits rêves qu'on met en place. Et là, ça la nourrit. Elle est portée par cette journée qui va arriver. C'est ça. Et en fait, je crois même qu'il ne faut pas se dire qu'il y a de petits ou de grands rêves. Il y a nos rêves. Par rapport à notre situation, par rapport à notre vécu, par rapport à notre quotidien. Et chacun ses rêves, comme la douleur de l'un n'est pas la douleur de l'autre, la catastrophe de l'un n'est pas la catastrophe de l'autre, le rêve de l'un n'est pas le rêve de l'autre. Et peut-être que le mot que j'utilise plus que le rêve, c'est le mot désir. En fait, c'est le désir qui rend vivant. C'est pas l'aboutissement du désir. En fait, c'est ça. Depuis que j'ai été voir mon coup de cœur avec la péniche, je suis dans le désir de m'y trouver, d'y vivre, d'avoir des bons moments là-bas. Mais une fois que j'y serai, j'aurai peut-être d'autres désirs où je vais construire autre chose. Mais c'est pas je serai bien quand je serai là-bas. Le désir, il me permet d'être vivifié et d'être déjà super en joie de savoir qu'on va vivre ça. Ça, c'est le cheminement. Voilà. Non pas la destination finale. Super intéressant. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, on pourrait ne plus avoir de rêve, de projet? Est-ce qu'à un moment donné, ça s'arrête parce qu'on est trop âgé, parce qu'on a une vie de famille, parce que ceci, parce que cela? Il y en a qui s'arrêtent malheureusement. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est un petit peu des morts vivants. Et ça, moi, ça me fait mal au cœur, mais j'ai compris que c'était pas mon rôle de bousculer ça. Tant que la personne n'a pas envie, et si elle s'éteint toute seule et qu'elle reste dans sa frustration de à quoi bon, j'ai plus de rêve, moi, c'est ça peut-être ma frustration personnelle d'avoir voulu bousculer des gens qui étaient comme ça, sans mandat, entre guillemets. Maintenant, j'ai compris que s'ils lisent mon livre et qu'ils ont une révélation, ou ok, ben alors j'aurais fait de ma part, mais je ne vais plus jamais forcer les gens à se réveiller. Ils viennent que s'ils sont demandeurs quelque part. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi, parce que ça nous met dans la frustration de voir tous ces gens qui vont comme des robots éteints, qui n'ont plus de rêve, qui sont dans à quoi bon, la société, etc. Ok, ils sont là où ils sont. Compassion, on va dire. Compassion pour les gens. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir l'ouverture d'esprit, de cœur que nous, on a eu la chance de vivre par nos livres, nos lectures, nos formations. C'est leur vie là pour le moment. Mais peut-être qu'un jour, et c'est ça qui me fait garder espoir, peut-être qu'un jour, il y aura un réveil. Et parfois, il est douloureux. C'est un accident, c'est quelque chose de très violent. Et c'est dommage. Mais c'est pas hors contrôle par rapport à moi, c'est ça que je veux dire. Mais est-ce que de manière... D'abord, donc, on est bien d'accord que tout est une question de choix ou
de perspective que l'on a sur une situation. On est responsable de sa vie. Alors oui, mais j'ai des contraintes financières, j'ai une vie de famille, etc. Oui, mais soit votre vie vous plaît et alors ça ne sont plus des contraintes, soit elle ne vous plaît pas et que pouvez-vous mettre en place pour la changer. Mais je voulais en revenir à ceci qui était tout est une question de choix, de perspective, de responsabilité. Mais comment est-ce que je vais le dire? J'ai du mal à trouver le bon mot. Donc, on ne peut pas sauver le monde. Non, c'est ça. Vous parliez de souffrance, c'est un déclic souvent douloureux, mais de manière générale, est-ce que ce n'est pas quand on ressent un décalage, et ce décalage peut être souffrant, enfin, le décalage est de toute façon souffrant. Oui. Est-ce que ce n'est pas ça le déclic? C'est quand on sent la décalage, souffrance, incohérence, et qu'on n'est pas bien dans sa peau. Oui, mais c'est à partir du moment où on va le ressentir, en effet. Les gens qui viennent travailler sur eux, c'est les gens qui se trouvent en décalage entre leurs propres valeurs, conscientes ou inconscientes, et les valeurs du système dans lequel ils sont, familial ou professionnel. Et alors ils viennent, ils sont perdus, ils sont dans la confusion, ils sont pas bien. Et puis ce qu'on fait ensemble, c'est y mettre des mots, comprendre, et puis se dire maintenant qu'est-ce que je veux vraiment, quelles sont mes limites, comment est-ce que je vais me respecter, comment est-ce que je vais soit m'adapter en me respectant, soit quitter un système. Ça c'est le chemin de ceux qui se réveillent et qui veulent travailler sur eux. Maintenant, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. On en revient à, c'est un choix, c'est la responsabilité de tout un. Il y en a qui se complaisent quelque part dans la victimisation ou l'inconscience. Il y a énormément, aujourd'hui, c'est un peu ça aussi, énormément de gens qui vivent dans la superficialité, l'alcool, les vacances, le côté on fait la fête pour oublier l'importance d'être, donc on est dans le faire. Il y en a qui sont là-dedans. Il y a la peur. Et il y a la peur, parce que la peur, c'est la peur qui fait que si je me regarde, si je m'arrête, je risque de découvrir des choses qui vont me faire souffrir encore plus que maintenant. C'est une croyance, ce qui n'est pas vrai en fait. Ça aussi, il faut la démystifier, cette croyance-là. Et je vois des gens qui courent après le temps, qui travaillent, qui s'occupent des enfants, qui sont tout le temps responsables de toutes sortes, mais ils ne s'arrêtent pas. Et ils sont mal, ils engueulent le monde entier. Et puis c'est pour s'empêcher d'être seul avec eux-mêmes. Et ces personnes-là, ça m'est souvent, on me parle de ces personnes-là. C'est pas ces personnes-là qui viennent me voir et dire, comme on vient me demander comment faire pour les arrêter. Mais il n'y a pas moyen. Et c'est justement quand on va lâcher la volonté de transformer l'autre que l'autre peut se sentir peut-être en sécurité et ouvrir une porte. Et ça, c'est important, surtout dans les couples. Quand il y en a un qui évolue, que l'autre n'évolue pas, celui qui évolue veut transformer l'autre et a plein de messages parentaux, même de il faut faire ci, il faut faire ça, et tu dois évoluer, et tu dois bouger, etc. Et l'autre, il s'en fout de plus en plus. Et finalement, on crée le conflit. À partir du moment où celui qui évolue, qui est le plus conscient, accepte, c'est pour ça que je parle de coaching évolutif, l'évolution de l'autre, le niveau de l'autre, là où il est avec compassion, eh bien, va l'aider à grandir beaucoup plus facilement que si on va au combat pour dire tu dois grandir, tu dois évoluer. Pas mettre de pression, mais incarner ce que l'on souhaite être et ce que l'on souhaite que l'autre soit. C'est la fameuse phrase de Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Tout à fait, voilà. On arrive vers la fin de l'entretien, super intéressant, merci beaucoup. Est-ce que, une autre des questions, c'est quelques trucs et astuces, comme ça, quelques bons conseils que vous pourriez donner aux personnes qui ont envie de réaliser un projet? Alors d'abord, d'écouter ses pensées, d'être plus observateur conscient de ce qui se passe
entre nos deux oreilles et de se dire qu'on peut être maître de nos pensées. Et donc, si on imagine que ça ne va pas aller, bien, on se donne toutes les chances que ça n'aille pas. Et que si on imagine que ça va aller et qu'on se met en mouvement dans ce sens-là, il y a beaucoup de chances que ça aille. Donc, c'est d'abord observer nos pensées et les trier, les choisir en conscience. Ça, c'est un truc... certains y arrivent très facilement et d'autres pas du tout. Mais progressivement, plus on y travaille, plus on arrive à être maître de soi-même. Apprendre à se connaître. On l'a évoqué durant l'entretien. Et à faire les bons choix. À faire les bons choix. Autre chose aussi, c'est peut-être ne pas écouter tous ceux qui croient qu'on va échouer. Parce que là aussi, les gens projettent leur peur, sur nous. Oui, projettent leur peur sur nous. Et du coup, on hésite et on ne se lance pas. Et là, je crois que si on écoute vraiment sa petite voix intérieure, qu'on sait que notre décision est juste pour nous, que c'est vraiment choisi avec le cœur, ce que les autres disent, pensent, c'est leur propre projection. Et voilà. Et s'ils sont trop envahissants, ben c'est les éviter un peu pendant la période où on est en démarrage de projet. D'accord. Est-ce que pour terminer l'entretien, vous avez envie d'ajouter quelque chose en plus? J'ai envie de rajouter la phrase de Jacques Salomé qui me vient, c'est ose vivre ta vie parce que personne d'autre la vivra à ta place. Très bien. Et voilà. Je vais la mettre pour terminer l'émission ici. Un tout grand merci Isabelle d'avoir accepté. J'ai adoré cet entretien. Et les capitaines, j'espère que ça vous a apporté des pistes de réflexion. Si vous avez des questions, si vous souhaitez prendre contact avec Isabelle Watts, vous avez ses coordonnées, son site qui apparaissent à l'écran. Vous pouvez également prendre contact avec moi. Je vous le transmettrai à nouveau si vous le souhaitez. Isabelle, le mot de la fin est pour vous. Je me sens pleine de gratitude pour cet entretien. C'est quelque chose qui est nourrissant parce qu'on a vraiment partagé un bon moment. Et donc, j'espère que les gens qui nous auront écoutés seront aussi dans cette joie de vivre et pourront se lancer dans des petits rêves ou dans des grands rêves, mais oseront être pleinement eux-mêmes. Voilà, gratitude. Merci. Merci Isabelle. Au revoir les capitaines.